Bien. On va donc aborder, j'ai envie de dire malheureusement, la dernière partie de ce colloque, puisque, je vous le répète, donc demain la faculté est fermée et nous ne pourrons pas réaliser la suite. Cependant, nous allons essayer, nous allons tout faire pour pouvoir interviewer les orateurs de demain, le mettre en ligne pour que vous puissiez avoir un contact en dehors des livres, qui, je rappelle, permettent quand même aux différents intervenants de s'exprimer. Donc vous aurez pour cette année, compte tenu des circonstances, l'accessibilité en ligne aux interventions. En tous les cas, nous allons tout faire pour pouvoir vous offrir cela. Voilà, maintenant nous allons donc faire une... Merci. Nous allons essayer de garder cette soirée aussi intime qu'elle a commencé. Mais nous allons juste inverser les orateurs, parce qu'il y a des problèmes de train ou autres, d'avion, je ne sais pas. Enfin voilà, donc dernier épisode de ce vendredi, si tu veux, Black Friday, Black Saturday. Donc, de elle se caractérise elle-même, engagée. Malienne, chante. Bonjour. Si vous permettez, je vais me mettre debout parce que je... Alors pour moi, l'intimité, c'est quelque chose de... J'ai grandi dans une famille, pour vous donner un peu un contexte, où on est 7 enfants. Je suis la 6e et je suis la dernière des 5 filles. Donc 5 filles, 2 garçons. Et mes sœurs et moi avons toutes les 5 été excisées, et chaque fois à l'insu de nos parents. Et on peut se demander, vu de l'extérieur, comment c'est possible. Mais sachant que je suis née, que j'ai grandi au Mali, c'est tout à fait possible parce qu'on vit dans une communauté, dans une famille où, comme on dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et donc, la culture et les traditions de chez moi, il y en a des très très belles, mais il y en a qui sont extrêmement nocives pour les femmes, comme l'excision. Et pour moi, étant la dernière des filles, mes parents qui sont fermement opposés à l'excision et qui, mon père s'est toujours défini comme un féministe, n'ont pas réussi à me protéger parce qu'ils ne peuvent pas avoir leurs enfants 24 heures sur 24 sous surveillance, et protéger les enfants de sa propre famille, c'est très difficile. Et sachant que mes sœurs avaient chacune vécu des excisions assez douloureuses et difficiles, dont une a failli en mourir parce qu'elle a fait une hémorragie. Et aujourd'hui encore, à 46 ans, elle a des problèmes d'infertilité, elle n'arrive pas à avoir d'enfants dû aux conséquences de son excision. Mes parents pensaient que personne n'oserait me toucher, moi, qui étais la petite dernière. Et malheureusement, ils se sont trompés. Et à mes sœurs, c'est arrivé beaucoup plus jeune. Moi, c'est arrivé quand j'avais 4 ans et demi. Et pendant longtemps, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Je ne connaissais pas mon corps vraiment. Je ne savais pas qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Donc, avec le temps, dans ma famille, on en parlait un petit peu, mais sans rentrer dans les détails parce que c'était quelque chose d'assez douloureux. Et petit à petit, je me suis dit, bon, je suis excisée. Beaucoup de filles autour de moi sont excisées. Et peut-être que c'est pas si grave. Mais j'étais adolescente. Et quand je suis venue en France après mon bac, je suis allée voir une gynécologue française parce que j'avais envie d'en savoir un peu plus. J'avais l'âge de commencer à m'intéresser à mon corps, à un moyen de me protéger également. Et, et j'avais un amoureux. Donc je me suis dit, je vais aller voir si tout va bien. Et là, j'ai eu un grand choc parce que c'était la première fois que je voyais une gynécologue qui n'était pas africaine, qui n'était pas habituée à l'excision et qui m'a un peu brutalement annoncé: ah bah tiens, vous êtes excisée. Et je me suis dit, mais comment elle sait?
Alors, c'est un peu naïf parce que à 18-19 ans, de ne pas savoir exactement à quoi un sexe féminin est censé ressembler, en même temps, ils sont chacun différents, donc je pensais que le mien était tout à fait normal. Et donc je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment vous savez? Elle m'a dit, ben là, vous avez une cicatrice, vous auriez dû avoir un clitoris. Et juste ces quelques mots-là m'ont plongé dans une espèce d'abîme où je pensais ne jamais sortir en fait. Et avec le temps, en sortant de son cabinet, je me suis dit, je lui ai demandé. À l'époque, je ne savais pas que la réparation était possible. Et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose à faire et elle m'a dit, ben non, elle n'était pas au courant. Donc je me suis dit, je suis sortie de là en disant, mais ça se voit que je ne suis pas comme les autres, ça se voit qu'il me manque quelque chose, ça se voit que je ne suis pas complète. Et j'étais à un âge où j'étais entre l'adolescence et l'adulte. J'étais censée être dans un espèce de chemin initiatique pour devenir une femme parce que chez moi, c'était une tradition. Après le bac, on partait à l'étranger faire ses études et on apprenait la vie comme ça. On apprenait à être indépendant, on apprenait à se construire en tant qu'adulte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Si je ne vais même pas être une femme à 100%, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, c'est très, très confusant en fait. Parce que je me suis rendu compte que mon excision n'avait pas uniquement des conséquences physiques sur moi, sur ma santé au quotidien, sur les douleurs que je pouvais ressentir, mais qu'elle avait une vraie conséquence psychologique sur moi. Que, en fait, cette excision qui avait été pratiquée par une bonne femme à Bamako, qui coupait des petites filles à la chaîne et qui sans anesthésie, juste avec un objet tranchant, elle nous coupait les unes après les autres. N'avait aucune idée de ce que ce geste avait aujourd'hui sur ma vie. Et je me suis dit, mais moi qui vis un pied entre une culture très africaine et un pied en Occident, je suis complètement perdue, je ne sais pas gérer ça. Et petit à petit, je me suis dit, mais si on m'excisait et qu'en en fait on m'enlève ce symbole de la féminité, peut-être que ça veut dire que je ne suis censée être uniquement qu'une mère, que le plaisir, j'y ai pas droit, que mon corps ne m'appartient pas vraiment, donc on se sent complètement perdu. Et avec le temps, je me suis dit, bon, s'il n'y a rien à faire pour moi, et que la sœur de ma grand-mère qui m'a emmenée, qui n'était jamais allée à l'école, qui pour elle, la tradition représentait l'éducation, et qui pensait qu'il fallait exciser cette petite fille qui risquait d'être perdue et déconnectée de ses propres racines, je me suis dit, mais au lieu d'avoir de la colère pour elle, au lieu de me complexer de plus en plus, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai décidé de m'engager, de devenir active pour que d'autres petites filles ne souffrent pas et ne vivent pas ce que je vivais moi. Et donc c'est parti d'une expérience personnelle et avec le temps, je me suis rendu compte que les violences faites aux femmes sont très nombreuses, très variées, très insidieuses et très difficiles à constater. Et il y a quelques années, j'ai rencontré Rada Hatem, qui est une femme extraordinaire qui a créé la Maison des Femmes et qui n'existait pas à l'époque. C'était un terrain vide sur l'hôpital et qui m'a donné envie de la suivre dans cette belle aventure. Et l'équipe de la Maison des Femmes fait un travail assez extraordinaire auprès de femmes victimes de violences domestiques, de toute forme d'abus, et les accompagne médicalement, psychologiquement, et aussi avec beaucoup d'humanité et de bonne humeur, et on essaye de les remettre sur pied. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui me booste encore. Donc, juste le geste de chaque personne pour soutenir les femmes victimes de violences, faire en sorte qu'elles ne soient plus des victimes, mais des survivantes. C'est tellement précieux, tellement important. Et chacun de nous peut le faire. Et moi, pendant longtemps, je me suis... quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, qui j'étais, je me présentais comme malienne, comme étudiante ou après comme chanteuse. Mais dans ma tête, exciser faisait toujours partie de mon identité. J'étais une victime pendant très longtemps.
Après, un jour, en lisant un magazine, je pense que c'était le magazine Elle, c'est sûr même que c'était le magazine Elle, dans la salle d'attente d'un médecin, je suis tombée sur un article sur la réparation, je me suis fait réparer. Et quelque part, c'était aussi une réparation psychologique. Et petit à petit, je suis passée de victime à survivante. Et aujourd'hui, je suis dans une autre étape de ma vie où je veux juste vivre, où je sais que j'ai cette faille-là, parce que c'est une blessure, c'est une faille qui reste là, qui ne cicatrise jamais complètement, mais on peut vivre avec. Et je n'ai plus envie de survivre, j'ai le droit de vivre. Et, euh, et ça, c'est aussi grâce à quelqu'un comme Rada, parce que voir le parcours de ces femmes-là et me voir à leur place au tout début, je me rends compte du chemin que j'ai pu parcourir et, et le recul me donne envie de vivre. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'intimité, c'est très difficile. Je vous parle de la chose la plus intime de mon corps, mais on est obligé d'en parler. C'est un sujet qui est tellement tabou, et pas que dans les sociétés où on pratique l'excision, mais le clitoris fait peur, le clitoris dégoûte, le clitoris peut être diabolisé dans toutes les sociétés. Et je pense que parler de l'intime sur une plateforme qui est aussi ouverte permet justement de mieux connaître les femmes, parce que le clitoris, on est avec. C'est une partie de nous, c'est une partie dont on n'a pas à avoir honte. Et souvent, en rendant une partie du corps de la femme tabou, on veut la cacher, on veut qu'elle se cache, on veut qu'elle en ait honte, on veut la mettre dans une position où elle n'a pas de pouvoir. Et l'excision revient à ça, donc de façon plus violente, bien évidemment. Mais dans notre quotidien, ici, on est parfois victime de violences, de harcèlement qui ramènent à ça, la honte d'être une femme. Il n'y a pas de honte à être une femme. Qu'on soit noire, blanche, grande, petite, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait dans la vie, il n'y a pas de honte, il n'y a pas à avoir peur. Et je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus de mon intimité aujourd'hui. J'essaie juste d'être une femme normale et avec ses hauts et ses bas, je ne cherche plus la perfection comme j'ai pu la chercher au début. Avant ma réparation, je cherchais la perfection. Je cherchais à être toujours bien présenter mon apparence parce que j'avais peur qu'on voit qu'il y avait quelque chose qui me manquait ou que j'étais un peu fracturée derrière. Aujourd'hui, vous voyez, j'arrive de Abidjan, je suis arrivée ce matin à 6h30 et je me balade depuis une dizaine d'années avec les cheveux en pétard et comme j'ai envie, je viens comme je suis. Et c'est ça que je souhaite, c'est que l'intimité devienne comme on a envie, en fait, parce qu'on y a droit, tout simplement. Et je pense qu'à partir du moment que la société acceptera ça et ne traitera plus les femmes de salopes ou de filles faciles parce qu'elles veulent le même genre d'intimité que les hommes, qu'on appelle les coureurs, c'est plus charmant. Je pense que quand on en arrivera là, on aura fait un énorme pas. Mais on en est encore loin. Et je pense que c'est notre responsabilité à chacun de dédiaboliser le corps et puis la sexualité de la femme. Moi, je viens d'une société où, je viens d'une culture où parler de sexualité est extrêmement tabou, extrêmement mal vu, quelque part. Et je suis là en train de me balader à travers le monde et partager mon expérience. Donc, aujourd'hui, je n'ai jamais voulu ça d'ailleurs, mais je ne veux pas que les gens me regardent avec pitié parce que j'ai vécu l'excision. Je l'ai survécu et je suis vivante. Et les 200 millions de femmes qui l'ont vécu, si elles sont accompagnées, pourront avoir le même parcours. Et il y a tout un monde à protéger également. Donc voilà, je ne vais pas vous parler plus de moi parce que j'ai plus l'habitude de chanter que de parler. Donc, merci.
Merci. Merci beaucoup. Une chance. A cappella alors. D'accord. Nikera waritigidi imiri la bancola Nikera fantandendi imiri la bancola Alama bella banconyela Kajamana ninke jamana badi Kanganyona kanda Kanganyo sagolo Kanganyona tama Kanga benkelema Ane wife ni mantana makokela Tonyale ne wife Ane wife gani mantana makokela Atsinjia sara Abadenya sara Atsinjia sara Abadenya sara Merci, merci beaucoup.